François Hollande qui est à Moscou, qui s'entretient en ce moment même avec Vladimir Poutine, le chef de l'État français qui devrait donner avec son homologue russe une conférence de presse. Cette conférence de presse était prévue il y a près d'une heure. C'est dire qu'ils ont beaucoup de choses à se dire, François Hollande et Vladimir Poutine. François Hollande qui a fait une déclaration avant ces entretiens. Le ton était plutôt très cordial. Il a tutoyé le président russe. Autant vous dire qu'il y a de ça quelques mois, au moment de la guerre en Ukraine et de l'annexion de la Crimée, eh bien, le ton était tout autre. On va regarder cette séquence ensemble. C'était lors de la visite de Vladimir Poutine à Paris. C'était en 2013. Aujourd'hui, on vous voit côte à côte, de nouveau franc, mais pas très chaleureux. Alors, est-ce que les relations entre la France et la Russie sont chaleureuses aujourd'hui? Est-ce que cette rencontre a permis de les réchauffer? Approchez et vous allez sentir cette chaleur. Pierre Laurin, le ton a quand même radicalement changé. C'est quand même une victoire pour Vladimir Poutine, parce que lui, qu'on avait un peu marginalisé et peut dire, il y a de ça quelques mois, au moment de la guerre en Ukraine et l'annexion de la Crimée, le revoilà sur le devant de la scène internationale. Mais je crois qu'il y a une logique, c'est qu'on ne peut pas régler les affaires internationales sans la Russie. C'est un peu absurde. La Russie est un acteur majeur et elle l'a démontré en facilitant beaucoup d'avancées, notamment en Iran, par exemple, récemment. Donc, stigmatiser la Russie pour des impératifs de politique intérieure américaine, ça se comprend peut-être à Washington, beaucoup moins en Europe. Vous pensez que les Occidentaux ont sous-estimé Vladimir Poutine? Je crois que les États-Unis ont sous-estimé, oui, Vladimir Poutine. En tout cas, ils ont sous-estimé les capacités de réaction de la Russie. Mais d'un autre côté, il ne faut pas se leurrer. Les sanctions contre la Russie ont fait perdre à l'Europe occidentale, à l'Union européenne, pratiquement 20% des échanges. Les échanges entre la Russie et les États-Unis ont progressé de 7% pendant la même période, malgré les sanctions. C'est-à-dire que nous appliquons des sanctions et nous souffrons à cause des sanctions. Les Américains appliquent des sanctions, mais ils gagnent de l'argent. Mais les Russes souffrent aussi des sanctions. On a vu quand même le rouble qui a perdu de sa valeur. Ce n'est pas notamment les investissements étrangers aussi qui ont pâti aussi des sanctions économiques. Ça, les Européens ont souffert, mais les Russes aussi. Bien entendu. Mais la question, c'est que pour quelles raisons les Russes et les Européens souffriraient et pas les Américains? Là, il y a un problème. Denis Bochart. Je crois qu'effectivement, la Russie est un acteur incontournable au Moyen-Orient, tout au moins, puisque c'est le problème qui... On l'a sous-estimé, cette Russie? Oui, je pense qu'on a peut-être oublié que l'Union soviétique avait des relais au Moyen-Orient très importants, un ancrage notamment en Syrie, mais également en Irak. Et par rapport à l'Union soviétique, assez curieusement, la Russie a développé son réseau d'amitié et d'influence, notamment, assez paradoxalement, avec Israël. Les relations sont excellentes, et même les relations personnelles entre Vladimir Poutine et Netanyahou sont très bonnes. Pour une raison simple, c'est que, comme vous le savez, en Israël, il y a plus d'1 million d'émigrés de l'ex-Union soviétique. Et deuxièmement, une reprise de relations assez étroites avec l'Égypte. Ce qui est effectivement, compte tenu, je dirais, de la fâcherie qui existe actuellement entre les États-Unis et le pouvoir égyptien. Alors, en plus de ça, il y a un autre point d'ancrage, effectivement, au Moyen-Orient, qui est l'Iran. Même si, dans l'histoire, l'Iran et la Russie ont eu des rapports parfois conflictuels. Et il est de fait que je pense que les Russes ont joué plutôt un rôle positif dans l'aboutissement de l'accord sur le nucléaire avec l'Iran. En contrepoint, François Clémenceau, tu viens de ce que dire Denis Bochart, est-ce qu'il n'y a pas justement une dissymétrie? C'est vrai, quand on voit Vladimir Poutine qui a renforcé ses relations avec le Premier ministre israélien Netanyahou, avec le président égyptien, à contrario, justement, le président américain Barack Obama est quand même très absent au Proche-Orient. On voit que c'est quand même des relations qui sont très froides, très tendues avec Benyamin Netanyahou, très tendues aussi avec le pouvoir égyptien. Aujourd'hui, c'est quand même avec les Saoudiens également, parce qu'on sait que nous, la France, on a un peu bénéficié d'ailleurs
de ces tensions avec les Saoudiens. Comment vous expliquez justement cette position américaine dans la région aujourd'hui, très affaiblie? Mais parce que Barack Obama l'a aussi un peu voulu. C'est pas quelqu'un qui serait forcément uniquement dans le choc et dans quelque chose qu'il subit. La politique américaine au Moyen-Orient, tout le monde l'a constaté, et Obama a fait un certain nombre de discours, dont celui de West Point, pour dire que le temps des interventions américaines militaires au Moyen-Orient était révolu et qu'il était plus aujourd'hui dans une stratégie dite de containment que dans une stratégie interventionniste. Autrement dit, si on peut limiter, contenir un certain nombre de conflits, les Américains sont prêts à le faire, mais plus du tout pour être en première ligne systématiquement pour une raison ou pour une autre. Et c'est vrai que ce qu'il craint en Syrie, et je ne vois pas pourquoi on le lui reprocherait, même si, entre parenthèses, comme par hasard, on a toujours besoin d'eux lorsque ça nous arrange, mais jamais quand ça nous dérange. Mais sur ce point précis, je crois qu'effectivement, Barack Obama a très peur, effectivement, de vivre en Syrie un nouvel Irak comme celui qu'a connu son prédécesseur. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne veut pas rentrer là-dedans. Sur le Proche-Orient et le conflit israélo-palestinien, vous ne pourrez pas tout de même dire que Barack Obama, pendant 7 ans, n'a pas essayé. Il a essayé, il a même mis la pression très fortement sur Benjamin Netanyahou. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Pour plein de raisons, et notamment parce que Netanyahou aussi, de son côté, n'avait absolument aucune espèce d'envie ni de volonté d'aller sincèrement dans une démarche, effectivement, de dialogue avec les Palestiniens. Et enfin, sur ce qui est pour lui le plus important, alors après on peut juger est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce qu'on en reparlera dans 10 ans. Je pense que pour lui, ce qui était le plus important, c'était l'accord sur le nucléaire avec l'Iran. Parce qu'il pense que ça, c'est quelque chose qui va servir de socle pour des relations futures entre l'Amérique et cette partie du monde. Donc il l'a obtenu, et il a considéré que c'était prioritaire par rapport à tout le reste. Et donc, oui, on fera un jour probablement le bilan de ces choix-là. Mais aujourd'hui, il est quand même dans une position où effectivement, malgré lui ou parce qu'il l'a voulu, c'est un peu des deux, il est effectivement dans une position contrainte. Oui, enfin, j'apporterai peut-être une ou deux nuances et un complément à ce que vous venez de dire. S'agissant de la relation entre les États-Unis et Israël, c'est une relation très, très compliquée, avec effectivement Israël représentant aux États-Unis une force de politique intérieure très, très efficace. Mais Barack Obama n'a jamais osé faire ce que certains de ses prédécesseurs, en particulier le président Bush père, c'est-à-dire exercer des moyens de pression concrets et efficaces. Et donc, il a calé tout de même très vite face à Benjamin Netanyahou, notamment sur l'affaire des colonies. Des colonies, oui. Alors, il y a tout de même aussi d'autres raisons je dirais, de fâcherie, et en particulier parmi les choses qui sont reprochées aux Américains, notamment par les Saoudiens, il y a le lâchage extrêmement rapide du président Moubarak face au printemps arabe égyptien, et effectivement aussi une certaine complaisance et un certain rappel d'ailleurs des droits de l'homme, une certaine complaisance vis-à-vis des frères musulmans, de l'ambassadrice d'Égypte, sur ordre naturellement, sur instruction d'Obama, et effectivement une certaine crispation lorsque le président Sisi a pris le pouvoir à la suite, effectivement, de ce qu'on peut appeler un coup d'État, qui a suscité des réactions, notamment au nom des droits de l'homme. Donc il y a une combinaison, effectivement, de beaucoup de secteurs. Et s'agissant en fait de l'accord nucléaire, je dirais, a provoqué un traumatisme sur les Saoudiens qui considèrent que la menace iranienne est pour eux une menace quasi existentielle. Et ils sont effectivement terrorisés par cette... Pierre Laurent, c'est un président faible, ce président Obama, quand on le voit comparé au président Poutine, qui lui a dit il y a 3 ans, je soutiendrai Bachar al-Assad jusqu'au bout, je ne dévie pas ma trajectoire, qui a annexé la Crimée comme ça, la barbe des Européens. Est-ce que vous diriez que Obama est un faible comparé à Poutine? Écoutez, je ne peux pas dire qu'Obama est un faible. Il a ses principes politiques, il a une politique intérieure à régler, et ce n'est pas facile. S'il a actuellement une opposition républicaine qui est plutôt tenace, il y a bientôt des élections, lui, il ne risque plus grand-chose. Mais, c'est pas le cas de Poutine, cas, dit François Clémenceau. Oui, il n'a pas d'opposition. De toute manière, je crois que le problème est très simple. Je reviens à Obama. Pour lui, il faut qu'il laisse la maison à peu près dans un bon état. Donc, tout ce qui va à l'encontre
de ce qu'il espère, c'est-à-dire laisser tout clean. Il ne va pas s'engager. Il est très clair que lui, il a hérité de l'Irak et il a retiré, tant bien que mal, plutôt mal que bien, mais il a retiré les soldats américains. Il ne veut pas laisser à son successeur le même problème. Quant à Poutine, c'est tout à fait différent. Vous savez, que l'on soit pour Poutine ou contre Poutine, la Russie est un bloc de 150 millions de personnes qui, il n'y a pas très longtemps, étaient des soviétiques. À l'époque où on parlait de démocratisation, il y avait une blague qui circulait à Moscou, c'est Gorbatchev veut instaurer la démocratie à la suédoise. Il a échoué parce qu'il n'a pas trouvé assez de Suédois. Eh bien, je crois que nous sommes dans cette logique-là. C'est très facile, nous, au bout de 200 ans de démocratie imparfaite, de reprocher à un pays quel qu'il soit. D'ailleurs, nous ne le faisons pas pour la plupart des pays, nous le faisons pour la Russie. Pour la Chine, on trouve que c'est très bien. Finalement, après tout, c'est la Chine, on n'en a rien à faire. Vous dites, du côté des Occidentaux, il y a du deux poids, deux mesures. Je crois qu'effectivement, parce que c'est facile de taper sur Poutine, parce qu'il y a... vous savez, c'est beaucoup plus difficile de taper sur Xi Jinping, parce qu'on ne sait pas comment vont réagir les Chinois. En revanche, les Russes, c'est des bons avec ça, punching François balls. Clémenceau, il y a du deux poids, deux mesures de la part des Occidentaux. C'est vrai qu'on critique moins les droits de l'homme en Chine, et pourtant il y aurait beaucoup à dire. Et on est beaucoup plus dur vis-à-vis du président russe et de sa manière autoritaire de tenir son pays. Non, mais parce que ce sont deux pays qui n'ont pas grand-chose à voir, si ce n'est le fait que oui, il y a effectivement un autoritarisme dans les deux pays, mais économiquement, stratégiquement et dans leur relation avec l'Occident, les choses sont totalement dissemblables. Donc oui, effectivement, il y a deux attitudes différentes. Mais quoique, quand vous regardez aujourd'hui par rapport à la Chine, la volonté des États-Unis de défendre la liberté de navigation en mer de Chine du Sud, vous avez clairement effectivement un objectif qui est de ne pas laisser les Chinois mener une politique expansionniste au détriment de ses propres voisins. Et en ce qui concerne la Russie, malgré un certain nombre de messages qui avaient été envoyés pour dire aux Russes que ce n'était pas franchement raisonnable de se servir de points d'appui, par exemple dans le Caucase, mais également en Ukraine, même si les Américains, avant Obama, n'ont pas été effectivement très sages non plus en voulant essayer de faire progresser les frontières de l'OTAN jusqu'aux portes de la Russie, on est bien d'accord là-dessus. Mais il n'empêche que ce qu'on a constaté, c'est pas tellement que Poutine est fort ou que l'autre serait faible, c'est surtout qu'aujourd'hui la Russie a gardé effectivement un certain nombre de leviers, certains diraient de pouvoir de nuisance, mais qui montrent qu'effectivement, on ne peut pas ne pas tenir compte de la vie de la Russie ou de ses capacités à faire changer le cours de choses. Je suis pas sûr que... Là, on a fait une erreur, les Européens ont fait une erreur, les Américains ont fait une erreur, n'ont pas mesuré finalement le pouvoir de la Russie dans cette région, que ce soit justement dans le dossier iranien, que ce soit aujourd'hui en Syrie. Dans le dossier iranien, les Russes ont eu un comportement assez exemplaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu fragiliser les négociations avec l'Iran pour des objectifs de politique intérieure ou pour relativiser ou amender un certain nombre de conduites sur d'autres fronts, notamment sur le front ukrainien. Mais sur la Syrie, franchement, avoir attendu 4 ans pour pouvoir intervenir au profit de leur seul allié réel dans cette région, ça veut bien dire aussi que la politique de soutien ou de solidarité des Russes avec la Syrie n'était pas extrêmement au point. Et on ne peut pas dire que ce soit les Américains qui aient fragilisé le pouvoir de Bachar el-Assad depuis 4 ans. C'est pas vrai. Il y a eu dans ce pays une contestation populaire qui s'est transformée en conflit civil armé avec intervention d'un certain nombre de puissances étrangères, dont l'Iran, l'Arabie saoudite, qui effectivement mène une guerre de proxy, c'est-à-dire par procuration. Mais le pouvoir de Bachar el-Assad, par rapport à ça, est devenu de plus en plus faible, jusqu'à ce que, étant pratiquement condamné, la Russie vienne à son aide dans les circonstances qu'on connaît. Et c'est pas forcément très prometteur, parce que maintenant, le travail diplomatique derrière, pour pouvoir effectivement aboutir à mettre des gens autour d'une table, c'est 100 fois plus compliqué maintenant que ça ne pouvait l'être il y a 3 ans. Là, je ne peux pas laisser dire cela, d'une part, parce que, si vous vous souvenez, la première conférence de presse commune entre le président Hollande et Vladimir Poutine, c'était à Paris, en juin 2012, et à ce moment-là, le président Poutine a dit, pratiquement textuellement,
je n'ai rien à faire de Bachar el-Assad, mais lorsqu'on renverse un dictateur, et l'exemple de la Libye l'a bien montré, il faut au moins savoir ce que l'on va mettre à la place. Par ailleurs, à la même époque, la Russie était le seul pays occidental à soutenir les négociations de Genève entre l'opposition et le pouvoir syrien. Donc on ne peut pas dire que la Russie n'a rien fait et que non, ce sont plutôt les autres qui ont lâché. Par ailleurs, je reviens un tout petit peu en arrière, mais ça me semble important. La Russie, elle a beaucoup de défauts, mais vous savez que la peine de mort n'est plus appliquée. En Arabie Saoudite, la peine de mort est appliquée et à des poètes qui n'ont rien fait. Ils appliquent même la charia au même titre que l'organisation de l'État islamique. Oui, tout à fait, oui. Oui, c'est ça. Oui, je rappelle quand même, Denis Bouchard. Moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'ai eu l'occasion de participer à plusieurs colloques à Moscou sur les problèmes du Moyen-Orient en 2002, en 2013 et récemment encore. Ce qui m'a frappé, c'est qu'effectivement, le diagnostic sur le printemps arabe des Russes a été immédiat. Vous, occidentaux, vous vous fourvoyez. Il ne s'agit pas de forces démocratiques qui essayent de se faire entendre, ce sont des forces islamiques qui veulent prendre le pouvoir. Et effectivement, quand il y a eu des élections libres dans un certain nombre de pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, qu'il s'agisse en particulier de la Tunisie et de l'Égypte, ce sont effectivement les frères musulmans et les salafistes, et des partis salafistes en Égypte, qui sont arrivés largement en tête. Et donc pour eux, c'était vraiment l'ennemi. Les islamistes sont, avant même Daesh, c'était l'ennemi pour une raison simple, c'est que la Russie a une communauté musulmane importante, de l'ordre, je pense, de 12 millions, y compris dans l'agglomération de Moscou, et qu'ils redoutent effectivement un retour de la guerre au Caucase ou ailleurs. Alors simplement, je pense que l'engagement russe, finalement, en Syrie, cet engagement sous forme de frappe militaire, a été assez tardif parce qu'il y a tout de même le souvenir de l'Afghanistan. Et de toute façon, cet engagement reste relativement limité. Les Russes ont surtout compté, s'agissant de force au sol, sur l'Iran. Et effectivement, il y a maintenant, depuis un an, à peu près 20 000 combattants qui, directement ou indirectement, sont organisés, manipulés, entraînés, financés par l'Iran, y compris plusieurs des combattants relevant de la brigade Al-Quds, c'est-à-dire des Iraniens eux-mêmes. Pierre Laurin, avant de refermer ce débat, est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine va chercher à ce que les sanctions contre la Russie soient levées? Est-ce qu'il va dealer ça, négocier ça avec François Hollande? Je ne pense pas qu'il le négocie directement. Je pense que pour lui, il est très clair que dans la situation actuelle, ces sanctions n'ont pas lieu d'être. Le processus de Minsk sur l'Ukraine se poursuit tant bien que mal, mais en tout cas, il semble que Moscou ait une plus forte influence aujourd'hui sur les républiques autoproclamées que précédemment, donc ça semble à peu près bien s'amorcer. Par ailleurs, on ne peut pas continuer à considérer que la Russie est une quantité négligeable et qu'on n'a pas besoin à regarder nos entreprises, de grosses entreprises qui faisaient des affaires avec Moscou et qui maintenant... Vous dites qu'il ne va pas chercher à négocier la levée des sanctions. Vous êtes d'accord avec ça, François Clémenceau ? Je crois qu'il aurait tort d'essayer de faire un linkage comme ça parce que c'est pas du tout les mêmes dossiers et ça n'a pas grand-chose à voir. Et c'est beaucoup plus intéressant de voir effectivement le travail que Vladimir Poutine mène précisément dans le processus de Minsk avec des capacités d'influence plus que réelles sur les groupes qui se sont autoproclamés dans la région du Donbass. La difficulté est, à mon sens, c'est quid des sanctions qui concernent l'annexion de la Crimée. Ça, j'ai du mal à croire qu'elles soient levées et j'ai du mal à croire que même Poutine cherche à les faire lever. Mais en revanche, oui, sur celles qui ont été décrétées après, oui, il y a probablement une chance. On avait dit qu'on ferait une sorte d'état des lieux au mois de janvier. On verra bien en janvier si c'est possible. Vous savez qu'en 1974, Pierre Laurin. Oui, vous savez qu'en 1974, la Turquie a occupé le nord du Chypre et qu'elle continue à l'occuper dans une république plus ou moins autoproclamée. Où sont les sanctions contre la Turquie ?
C'est la fin de ce débat. Où sont les sanctions contre la Turquie? Mais bon, c'est peut-être pas le bon exemple non plus. C'est pas parce que la Turquie a fait que la Russie doit le faire. Parce que sinon, où irions-nous si tout le monde commençait à annexer tout le monde? Le contexte était différent, oui. Voilà, le contexte est différent, dit Denis Bochard. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Je vous vois très sceptique. François Clémenceau, on clôt ce débat. On accueille tout de suite Myriam Amellal. Tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce jeudi, c'est un œil sur les médias et c'est tout de suite. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Et on commence donc tout de suite, cet œil sur les médias. Vous allez nous parler de quoi? Alors je vais vous parler de ce qui a fait le buzz aujourd'hui. C'est une déclaration d'un avocat, figurez-vous. Il s'agit de l'avocat de Lazez Abrahimi. C'est un suspect qui a été arrêté le 19 novembre dernier en Belgique. Il est soupçonné d'avoir pris dans sa voiture un autre suspect très recherché, Abdeslam Salah. Il a été arrêté non loin de Wallenbeck où il a été arrêté avec 2 armes dans sa voiture. La police a trouvé 2 armes de poing dans sa voiture. Alors, pourquoi avait-il ces armes? Voici la réponse de son avocat. Je vous propose de l'écouter. Ces armes étaient déjà dans son véhicule depuis bien longtemps. Et il a... Pourquoi? Alors, il a fourni des explications, c'est-à-dire que monsieur, en fait, fait des brocantes. Voilà, il fait des brocantes, c'est pour ça qu'il a des armes dans sa voiture. Alors vous imaginez bien que sur les réseaux sociaux, les railleries ont repris. Je dis ont repris parce qu'il y a eu énormément de railleries aussi après les déclarations de Jawad Ben Daoud. Vous savez, celui qu'on surnomme désormais le logeur de Daesh, celui qui a hébergé Abdelhamid Abaoud à Saint-Denis. Et donc les railleries ont repris. Beaucoup de journaux en parlent. Regardez, vous avez un article dans l'Obs par exemple, ou alors Public Buzz. Les terroristes seraient des amateurs de brocantes. Vous avez également sur Twitter beaucoup de réactions. Tu viens chez Jawad, je peux pas, j'ai brocante, par exemple. Vous avez aussi ce genre de réaction, le fourgon de la terreur, avec cette fameuse série française Louis la Brocante. Et vous avez cet autre twitto qui a décidé de remplacer donc Louis la Brocante par un autre personnage. Journal du web, après Jawad, Lazez, la Brocante fait rire le web. Effectivement, ça fait rire le web, même si beaucoup rient jaune, je tiens à le préciser. Loupez surtout pas le vide-grenier de Lazez Abrahimi, organisé par son avocat. Vous voyez, regardez cette image d'homme avec des kalachnikovs. Et puis vous avez cet autre twitto qui dit « Grosse brocante organisée en Syrie, save the place ». Une façon donc d'en rire, mais il rit, beaucoup rient jaune. Mais vous avez aussi par exemple cet article dans un autre site internet, Top Tip. Par exemple, vous avez les 50 bonnes raisons pour avoir 2 armes à feu dans sa voiture. Parce qu'on est invité chez Jawad et qu'on n'aime pas arriver les mains vides, par exemple. Vous avez une autre qui est assez drôle parce qu'on n'en trouve plus, trouve plus de fausses chez Toys R Us. Vous savez que les 2 grands magasins de jouets ont retiré des fausses armes à feu pour éviter la confusion avec les forces de l'ordre. Et puis vous avez celle-ci, par exemple, pour occuper les gamins pendant les longs trajets. Tout le monde n'a pas de lecteur DVD portable. Voilà. Alors beaucoup s'interrogent, même s'il y a beaucoup d'ironie, beaucoup s'interrogent. Après Jawad, le logeur, celui qu'on surnomme le logeur de Daesh, il y a Lazaz qui est donc le brocanteur. Et puis n'oublions pas Ayoub El-Khazani qui lui était SDF et qui avait trouvé par hasard un sac rempli d'armes à feu dans un parc bruxellois. Donc beaucoup d'internautes s'interrogent sur cette question. Un autre sujet, Vanessa, je ne sais pas si on a le temps, mais qui fait le buzz sur Internet, un autre sujet qui fait le buzz, c'est comment recrute-t-on sur Internet. Vous avez Le Monde qui a décidé, le Monde.fr, qui a décidé de prendre à la lettre les déclarations de Xavier Bertrand qui disait qu'il fallait s'attaquer à l'imam Google, il fallait que tout le monde prenne ses responsabilités. Donc le Monde.fr a décidé de taper une phrase dans le moteur de recherche de Google, se convertir à l'islam. Et le résultat est assez inquiétant puisque sur les 5 premiers sites, donc les mieux référencés, seul le premier semble libéral puisqu'à la conversion, il conseille aux gens qui souhaitent se convertir d'attendre et de ne pas se convertir rapidement et de prendre son temps. Les autres ne sont pas ouvertement extrémistes, mais ils renvoient tous à des sites extrémistes. Et on apprend par exemple que l'un d'entre eux, qui a eu son nom de domaine qui a été déposé à Roubaix, est lié à un réseau de prêcheurs en Arabie Saoudite. Donc c'est dire si c'est inquiétant. Et l'Arabie Saoudite donc revient encore sur Internet, sur les réseaux sociaux, et on en parle beaucoup sur son rôle, et vous en avez parlé dans ce débat.
Merci beaucoup Myriam, et on vous retrouve un peu plus tard à 20h45 pour votre chronique. Nous sur France 24, nous attendons la conférence de presse que doivent donner François Hollande et Vladimir Poutine. Cette conférence de presse était prévue il y a un peu plus d'une heure. Les discussions donc, qui se poursuivent, plus longues que prévues entre le chef de l'État français et le président russe. Et à ne pas manquer à 20h30 sur l'antenne de France 24, l'interview exclusive du président turc Recep Tayyip Erdogan. Très belle soirée, tout de suite le journal, et je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris.